Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bien dans ma thèse. On se retrouve après quelques semaines d'absence. Effectivement, la reprise, vous ne le voyez pas mais je fais des gros guillemets, est assez difficile, je pense, pour toutes et pour tous. C'est vrai qu'on est autorisé à aller de nouveau dans les laboratoires mais c'est pas à 100%, donc ça demande une grosse organisation. Je pense aussi qu'on est tous plus ou moins perturbés par ce changement de rythme. Voilà, pendant 2 mois, on a dû s'adapter à un rythme nouveau. On n'avait pas le choix et là, voilà, on doit à nouveau se réadapter à un nouveau rythme. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seuls et qu'on est tous dans la même situation. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on va accueillir Florian Andrianiasi. Donc Florian a obtenu son doctorat en 2015 et il a réussi à conjuguer entrepreneuriat et thèse. Oui, vous l'avez bien entendu. Donc il est le cofondateur de PhD Talent. Et PhD Talent, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui met en avant les compétences des jeunes docteurs auprès des entreprises, auprès du monde privé et surtout qui permet aux doctorants de se mettre en avant et de trouver des possibilités qui ne sont pas forcément que dans l'académique. J'espère que ce nouvel épisode va vous plaire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florian, merci d'avoir accepté d'intervenir dans ce nouvel épisode de Bien dans ma thèse. Alors pour commencer, vous pouvez vous présenter comme vous le souhaitez en nous parlant de votre parcours scolaire jusqu'à la thèse, jusqu'à le fameux doctorat. Comment vous en êtes arrivé là et quelles ont été vos motivations ? Bonjour Mathilde, alors merci pour l'invitation à intervenir dans ce podcast. Donc, alors si on remonte jusqu'à mon bac, suite à un bac S, j'ai choisi de faire un peu par défaut, comme beaucoup de gens, une prépa, parce que j'étais plutôt bon élève en maths et en physique, et du coup j'ai fait maths sup, maths spé donc à Paris, au lycée Fénelon, et suite à ça, puisque j'aimais bien la prépa, j'ai fait une 3e année de prépa, et j'ai intégré l'école centrale de Lyon, qui est école généraliste, certes plutôt réputée, mais où même si je pense que ça a pas mal changé depuis, on nous force pas, on nous incite pas spécialement à aller vers la recherche et vers le doctorat. Donc à l'époque, j'ai choisi un métier. À l'époque, on choisissait un métier à l'école centrale d'ingénieur consultant, donc assez loin de la recherche, et une option qui était micro-nano-biotechnologie. Et parce que quand même, les sujets scientifiques m'intéressaient déjà à l'époque. J'ai fait un master recherche en parallèle, un master nanoscale engineering qui était porté par l'école centrale, l'INSA Lyon et Lyon 1. Et en fait, comme ce master recherche, je devais le valider en même temps que mon diplôme d'ingénieur à Centrale, je devais faire un stage en recherche. Du coup, c'était un peu un stage par défaut pour valider mes 2 diplômes en même temps. Donc, je suis arrivé à l'ONERA. L'ONERA qui est l'Office national d'études et de recherche en aérospatiale. J'étais au département d'optique théorique et appliquée. Et donc, en fait, j'ai redécouvert quelque part le goût de la recherche, ou découvert le goût de la recherche à ce moment-là. Donc, assez tard, finalement, parce que c'était mon stage de fin d'études. Et je me suis dit, vers la fin de mon stage, en fait, je continuerai bien à faire un peu de recherche dans ma vie, quelques années. Et je me suis mis en recherche d'une thèse. Et donc, je suis arrivé en thèse CIFRE chez Thales, en partenariat avec un laboratoire de l'école polytechnique, jusqu'en 2015. J'ai soutenu ma thèse en mars 2015. Est-ce que finalement c'est vraiment votre stage de fin d'études, donc votre stage dans un laboratoire de recherche qui vous a vraiment donné envie de faire une thèse ? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête, peut-être vers la moitié de votre cycle ou peut-être depuis toujours ? Parce que c'est vrai que c'est super intéressant de parler de comment on arrive à penser à la thèse, étant donné qu'en amont, je trouve personnellement qu'on n'a vraiment pas d'informations sur la thèse. Donc vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans un doctorat ? Et surtout, comment ça s'est passé pour vous, la recherche de la thèse ? Donc, effectivement, quand on a le souhait de se lancer dans un doctorat, on se retrouve confronté à énormément d'informations qui sont diverses et variées, et notamment une qui concerne le choix du financement doctoral, donc c'est-à-dire, est-ce qu'on va plutôt se diriger vers une thèse ministérielle, ou une thèse CIFRE, ou une thèse avec des financements régionaux, etc. Et toutes ces différences sont quand même assez importantes à prendre en compte, et c'est quand même assez compliqué de se lancer dedans, de se jeter à l'eau et d'avoir ces informations tout seul. Donc comment ça s'est passé pour vous ?
Comment ça s'est passé? En fait, ça s'est passé en deux temps. C'est-à-dire que sur la première partie de votre question, c'est est-ce que j'ai vraiment découvert et eu envie de faire de la recherche au moment de mon stage de fin d'études? La réponse est non. C'est-à-dire que avant, même pendant mon enfance, j'idéalisais un peu le métier de chercheur. J'ai toujours aimé la science. J'ai toujours voulu en faire. Mais c'est juste que dans les grandes écoles généralistes, on nous pousse pas spécialement à faire ça. Je leur en veux pas du tout, hein, mais c'était pas la tendance actuelle quand j'ai eu mon diplôme. Donc effectivement, je m'en étais un peu éloigné et c'est le stage de fin d'études qui m'a fait redécouvrir la recherche. Donc ça, c'est sur l'envie du doctorat et de faire une thèse. Ensuite, comment trouver une thèse un peu au dernier moment, finalement. C'est pas du tout le cas idéal, hein. Je le conseillerais à personne, mais en l'occurrence c'était le réseau. Donc, chose que maintenant je défends ardemment avec mon métier actuel, c'est de favoriser le réseau, de faire jouer le réseau. Et donc en l'occurrence, le doctorant qui m'encadrait pendant mon stage de fin d'études avait un ami qui était en thèse chez Thales et qui lui a transmis une offre qui était disponible chez Thales. Et donc j'ai postulé et on m'a pris. Donc ça a été assez simple. Après, sur les différents types de contrats, il se trouve que j'avais quand même envie d'avoir une thèse très appliquée ou appliquée à minima. Et donc pour moi, c'était indispensable d'avoir une thèse CIFRE. C'est très intéressant ce dont vous êtes en train de parler parce que, effectivement, là, je vais parler de mon cas personnel, mais moi, je viens d'un cursus universitaire et en cursus universitaire, on nous parlait très peu du doctorat. Faut être honnête, on parlait du doctorat au premier de la promo parce que les profs voulaient qu'ils aillent faire leur stage dans leur laboratoire, mais sinon aux autres, clairement, on nous parlait jamais du doctorat. Et il y a ça, et je trouve aussi que, en tout cas pendant les études universitaires, les doctorants qu'on peut rencontrer souvent juste dans les TD, c'est vachement stéréotypé quand même. Enfin, moi, je me rappelle qu'on avait quand même des a priori en mode, oui, quand on est en doctorat, on n'a pas de vie à côté, on fait rien d'autre que la thèse, et il faut être un super génie pour faire une thèse. Mais non, en fait, moi, la première, je ne suis pas du tout une génie, et je suis en thèse. Mais voilà, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a le fait qu'il y a un réel manque de communication en amont, en tout cas pendant nos premières années d'études supérieures, concernant le doctorat, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Mais en plus de ça, dans la société, en tout cas quand on parle de poursuivre ses études jusqu'à un doctorat, c'est quand même assez stéréotypé. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez. En plus, vous venez d'un parcours différent du mien, donc comment ça s'est passé pour vous ? Alors, à vrai dire, c'est un peu un paradoxe. Parce que même en école d'ingénieur, les enseignants qui nous faisaient cours, c'était des enseignants-chercheurs. Donc, ils étaient à 95% tous docteurs. Où il y avait même des doctorants qui nous faisaient les TD pour les TD, les TP en école d'ingénieur. Donc, quelque part, c'est un peu un paradoxe qu'on nous en parle pas plus, en tout cas à l'époque, qu'est-ce qu'une thèse, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi le travail d'un doctorant. Et donc oui, ça me paraît important que ce soit l'université ou les écoles d'ingénieurs parlent de la thèse et de son contenu, parce que il y a deux choses qui sont un peu dommages. C'est que quelque part, il y a des gens qui pourraient faire une thèse qui du coup n'y vont pas, mais inversement, il y a des gens aussi qui vont aller faire une thèse alors qu'ils savent pas à quoi s'attendre et du coup ça se passe mal. Eh bien, c'est la transition parfaite, justement. Comment ça s'est passé pour vous, la thèse, en général ? Est-ce que c'est vraiment une expérience avec du recul où vous en tirez beaucoup de positifs? Est-ce que ça a été difficile? Parce qu'une thèse CIFRE, c'est quand même, comme on le sait, assez compliqué. Il faut rendre beaucoup de comptes, entre guillemets. Vous avez beaucoup de rapports à faire. Je pense qu'aussi, en thèse CIFRE, ce qui est particulier, c'est que votre manière de communiquer est beaucoup plus surveillée que, par exemple, des gens qui sont en thèse normale, contrat doctoraux, etc. Voilà. Comment ça s'est passé pour vous, la communication, la thèse, humainement, etc.? Alors, je sais pas par quel bout le prendre. Déjà, je vais commencer par le côté humain, on va dire. Ça s'est très bien passé. J'ai eu un encadrement qui était très bienveillant, qui était à l'écoute. J'ai un caractère qui fait que j'ai pas trop peur de le dire quand je suis pas d'accord
Donc, quand j'étais pas d'accord avec mon chef chez Thales, je lui disais et c'était très bien reçu à partir du moment où c'était argumenté. Donc, humainement, ça s'est super bien passé avec mon directeur de thèse côté Polytechnique aussi. Ce qui était intéressant, c'est que quelque part, dans ce trio-là de l'entreprise, le laboratoire et le doctorant, au bout d'un moment, le doctorant, il développe une expertise qui est soit celle de l'entreprise, soit celle du laboratoire, et il va aller la transférer à l'un ou à l'autre, C'est-à-dire que assez rapidement, sur vraiment mon sujet cœur de thèse, j'étais plus expert que mon directeur de thèse qui lui était expert de plus du côté matériaux. Moi, j'étais plus expert du côté électronique, on va dire, pour faire simple. Ça, c'est une chose. Ensuite, sur le rapport à l'entreprise, j'étais quand même dans un cas un peu spécial parce que le centre de recherche de Thales, je pense qu'ils m'en voudront pas de dire ça, ils ont quand même un mode de fonctionnement qui est très proche d'un mode de fonctionnement d'un laboratoire académique. Donc je pense que le rapport à l'entreprise n'était pas... Il n'y avait pas de côté business, d'enjeu business trop fort. Il nous laissait temps de développer les choses. Alors certes, il y avait un objectif à la fin de au maximum finir avec un prototype et éventuellement un produit rapidement commercialisable. C'est aussi l'objectif d'une TSIF parfois. Globalement, je suis pas sûr que ça ait changé grand-chose à mon expérience de thèse. Là où ça a changé, c'est sur ma production scientifique, où effectivement, une entreprise comme Thales fait très attention à sa propriété intellectuelle. Donc j'ai peu publié, j'ai un gros papier que j'ai publié en fin de thèse, mais j'ai surtout déposé des brevets, j'ai 2 brevets à mon nom, j'ai participé à la rédaction d'autres. Donc c'est ce qui change globalement quand on est en thèse CIFRE. Alors maintenant, on va parler de votre après-thèse. Donc vous êtes le cofondateur de la société PhD Talent. Vous menez beaucoup d'actions pour promouvoir les compétences des doctorants, les compétences transversales, tout ce qui est innovation, entrepreneuriat, etc. Donc j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus et surtout pourquoi vous avez eu l'envie de vous lancer dans un projet comme ça après une thèse. C'est quand même un parcours assez atypique parce que normalement, soit on va dans l'académique ou dans l'industriel. Qu'est-ce qui vous a mené à ce projet ? Alors, à vrai dire, ça s'est fait en plusieurs étapes. Alors déjà, il s'agit d'avoir la fibre entrepreneuriale. Alors, je ne sais pas si c'est une fibre, en tout cas une envie. Donc ça, je l'ai depuis assez longtemps. Je ne l'ai pas précisé, mais quand j'étais à Centrale, je faisais partie du bureau de la junior entreprise. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'ai même fait en 2e année de Centrale un parcours expérimental d'ingénieur entrepreneur sur une année. Donc c'est quelque chose qui me parle depuis longtemps. Ça, c'est sur l'envie entrepreneuriale. Ensuite, en thèse, en fait, j'ai vite fait partie d'une association qui s'appelait PhD Talent. Donc je suis pas fondateur de l'association et pour le coup un des fondateurs de l'association, c'était le fameux doctorant qui m'a présenté à un autre doctorant pour que j'ai ma thèse. Donc ça, c'est cette association-là. Donc elle avait pour but de promouvoir le doctorat auprès des entreprises. Et donc avec mes associés actuels, on a beaucoup développé cette association. Donc en particulier, on a développé un événement qui s'appelle le PhD Talent Career Fair et qui est un événement de recrutement dédié aux jeunes docteurs. Et donc on est passé, quand on a repris l'association, de 30 entreprises présentes à la dernière édition en tant qu'association, on devait être à 95 entreprises présentes. Voilà, on a triplé la taille en termes d'entreprise, on a dû quadrupler en termes de visiteurs. Donc à un moment donné, on s'est dit, ok, on bosse bien ensemble. C'est chronophage. Quand on gère une association qui fait un événement aussi gros, on faisait des doubles journées. En journée, la thèse, le soir, l'association. Et donc, c'est poser la question à un moment donné, est-ce qu'on va plus loin avec cet asso et est-ce qu'on ne montrait pas une boîte ?
Donc, sachant que mes associés avaient aussi une fibre entrepreneuriale assez prononcée. Et du coup, on s'est lancé. Ça se fait pas du jour au lendemain. Quand on a pris la décision de se dire, OK, on va lancer une boîte pour continuer à développer les activités, c'était début 2016. On a créé la boîte début 2017. Donc, on a mis 1 an pratiquement à faire notre business model, notre business plan, les démarches administratives. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et puis, donc, en 2017, on a créé PhD Talent. Donc, aujourd'hui, on a toujours ce fameux forum de recrutement, le PhD Talent Carrefour, qui a continué à grossir. Donc, aujourd'hui, on en est à 150 entreprises et 5000 visiteurs sur une journée. Donc, on est devenu le plus gros forum de recrutement au monde dédié au recrutement de chercheurs. Et il a lieu en France. Et on a développé plein d'autres activités. Donc, effectivement, aujourd'hui, on met en place des missions d'expertise qui sont réalisées par des doctorants ou des docteurs pour le compte de nos clients. Donc, c'est des missions courtes, d'état de l'art, de veille technologique, par exemple. On fait des ateliers en partenariat avec des acteurs comme l'APEC, par exemple, pour aider les doctorants et jeunes docteurs sur leur poursuite de carrière. On a notre plateforme où on met en relation les doctorants et les docteurs et les entreprises. Voilà, donc on développe plein de choses. On a encore beaucoup d'idées. On n'a pas encore assez de bras, mais on espère pouvoir le faire assez rapidement. C'est super intéressant d'entendre votre témoignage parce que, en tout cas, avoir cette fibre de l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas quelque chose que je trouve qu'on nous pousse à avoir pendant nos études. On a très peu de modules pour apprendre ça. Bon, vous aviez la chance d'avoir une association au sein de votre école qui vous permettait ça. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et là, à l'heure actuelle, même dans le doctorat, tout ce qui est dans les formations transversales, il y en a très peu qui parlent de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait développer. Et j'arrive pas trop à savoir pourquoi ça met autant de temps à se développer. Peut-être parce que dans l'esprit, on pense qu'un docteur, enfin un jeune docteur n'est pas spécialement fait pour l'entrepreneuriat, que voilà, c'est soit l'académique ou l'industriel. Vous en pensez quoi? Ça tombe bien qu'on aborde le sujet parce qu'on vient tout juste de sortir une enquête qu'on a réalisée en partenariat avec BPI France, justement sur les jeunes chercheurs et leur relation à l'entrepreneuriat. Donc là, en l'occurrence, avec BPI France, puisque c'est dans le cadre du plan Deep Tech, c'est l'entrepreneuriat Deep Tech, donc l'entrepreneuriat basé sur des technologies de rupture. Ceci étant, nous, ce qu'on observe, ce qu'on a observé, c'est que globalement, les jeunes chercheurs sont intéressés par l'entrepreneuriat. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y en a pratiquement 1 sur 2 qui le considèrent comme une option pour leur poursuite de carrière. C'est énorme quand on compare avec d'autres niveaux de diplôme. On n'a jamais vu ça. 1 sur 2, c'est vraiment énorme. Mais là où effectivement, je suis assez d'accord avec vous, le levier principal, c'est la formation. On observe qu'il y en a très peu qui ont suivi des formations, alors qu'il y en a beaucoup qui seraient intéressés par des formations. Alors, ils nous disent, alors, il y a plein de raisons différentes pour lesquelles on n'assiste pas à une formation. Parfois, c'est effectivement parce qu'on n'y a pas accès via son école doctorale ou son collège doctoral. Parfois, parce qu'on considère qu'on n'a pas le temps. Donc, après, il faut réfléchir à la manière dont on fait les formations pour les jeunes chercheurs sur ces sujets-là. Mais globalement, c'est exactement ce que révèle notre enquête avec BPI France. C'est le levier principal pour inciter les jeunes chercheurs à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, c'est la formation. Et en particulier la formation par l'action. Concernant la dernière question, donc ce sera une question un peu bonus, mais je trouve intéressant d'avoir votre point de vue. Est-ce que la science, ça vous manque? Donc, quand je dis la science, c'est voilà, maintenant vous êtes entrepreneur, vous avez créé votre société, mais vous n'êtes plus derrière votre paillasse en train de modéliser des nouveaux concepts. Est-ce que parfois ça vous manque ou est-ce que vous vous dites que c'est quelque chose que peut-être plus tard vous pourriez reprendre? Alors, oui et non. Oui, parce que effectivement, je suis plus à la paillasse et ce qui est bien, je crois que c'est aussi votre cas, quand on est physicien, en tout cas expérimentateur, c'est pas que le côté théorique, mais c'est aussi le côté pratique de mettre réellement les mains dans le cambouis et de prendre sa clé de 12 pour monter une manip.
Et c'est vraiment le côté pratique qui me manque et que vraiment j'aimais beaucoup pendant mon doctorat. Où, en particulier sur une manip, c'était un peu ma manip et j'y passais des heures et des heures sur cette manip-là. Donc ce côté-là me manque. Après, j'ai pas l'impression d'être loin de la science, tout simplement parce que je suis en contact quotidien avec des doctorants et des docteurs qui me parlent de leur sujet de thèse parce qu'ils sont passionnés par leur sujet de thèse. Et du coup, je me nourris de ça. J'essaie de leur poser le plus de questions possibles scientifiques, en tout cas quand j'arrive à suivre. Et puis, je suis en contact aussi avec des entreprises qui font de la vraie science. C'est ce qu'on défend aussi, c'est-à-dire que aller dans le privé, ce n'est pas arrêter la science. On peut aller faire de la R&D privée et de la R&D de très haut niveau. Et donc, j'ai des clients qui font de la recherche passionnante et ils m'en parlent aussi. Et justement, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de les aider en leur apportant des compétences nouvelles de doctorants et de jeunes docteurs. Donc, j'ai pas l'impression d'être si loin de la science que ça. Alors pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous conseillerez aux futurs doctorants, aux futurs jeunes docteurs? Est-ce que vous avez des conseils au niveau de comment s'y prendre ou des conseils un peu plus personnels ou pendant la thèse, quelles seraient les bonnes pratiques à mettre en place? Donc là, vous aviez parlé au début du réseau et je pense que ça c'est quelque chose de très important. Mais qu'est-ce que vous aimeriez dire d'autre? Alors pour les futurs doctorants, donc ceux qui chercheraient une thèse, mon premier conseil, ce serait de ne pas faire comme moi, de ne pas chercher sa thèse au tout dernier moment, parce que moi, c'est ce que je dis à tous les futurs doctorants quand je croise des masters qui cherchent une thèse. Pour moi, le plus important, c'est pas le sujet. Alors oui, il faut que ce soit intéressant pour vous, mais le plus important, c'est que vous ayez une relation saine avec votre directeur ou votre directrice de thèse. Donc moi, en l'occurrence, ça s'est très bien passé. Je suis tombé dans une équipe où ça s'est extrêmement bien passé. Mais quelque part, c'était un coup de poker. Donc ça aurait pu mal se passer aussi. Donc pour éviter ça, ce que je conseille, c'est évidemment d'abord venir en stage dans le laboratoire et sous la direction de votre futur directeur ou directrice de thèse. Et voir si ça fit, si ça colle bien humainement entre vous deux. Donc ça c'est mon premier conseil pour les futurs doctorants. Pour les futurs docteurs, oui effectivement le réseau c'est ultra important. On a au cours de la discussion un peu tapé sur les collèges doctoraux en disant oui ils proposent pas ceci, ils proposent pas cela. Pour travailler beaucoup avec les collèges doctoraux, ils font quand même beaucoup d'efforts. Parfois, il faut aussi dire aux doctorants, allez en formation. Parce que pour discuter avec énormément de directeurs et de directrices de collèges doctoraux, ils ont aussi des formations qui restent vides, alors qu'elles sont là, qu'elles existent. Donc, allez en formation, formez-vous à plein de choses intéressantes qui vous serviront ou pas. Mais c'est toujours intéressant de s'ouvrir l'esprit. Et justement, en parlant de s'ouvrir l'esprit, pour ceux qui envisagent ensuite d'aller dans le privé, il y a une chose que je conseille fortement quand même, c'est faut pas se retrouver face à des recruteurs qui connaissent mal parfois le profil de docteur. Informez-vous sur le fonctionnement d'une entreprise, qu'est-ce que ça implique en termes économique, en termes hiérarchiques, en termes de process. Enfin, il y a plein de choses à savoir sur l'entreprise qui sont assez basiques. Il n'y a pas besoin de faire une thèse en économie pour ça, mais il faut se renseigner, suivre un peu l'actualité politique et l'actualité économique, juste pour avoir une idée de quoi on parle en fait quand on rencontre les gens et les recruteurs en particulier. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Bien dans ma thèse. Alors j'aimerais à la fin de cet épisode faire une dédicace quand même assez particulière au Discord PhD Students, donc un Discord qu'on a monté au début du confinement. Et je voulais remercier tous les doctorantes et les doctorants qui ont fait vivre ce Discord, qui sont encore dessus et qui, au quotidien, depuis le 16 mars et jusqu'à aujourd'hui encore,
partage, permettent de ne pas se sentir isolé et permettent surtout de réussir à avancer pendant cette période que nous avons traversée et la période que nous traversons actuellement qui est l'après-confinement et qui reste quand même difficile pour les doctorants. Effectivement, on voit que certains ne peuvent par exemple toujours pas soutenir, les soutenants sont reportés, décalés, il y a les retours au laboratoire n'est pas encore à 100%, voilà. Et psychologiquement, on a tous été impactés et c'est important de le dire. Donc voilà, je voulais juste faire quelques mots pour toutes ces personnes-là et je vous remercie de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode et je vous dis à très vite.